Bonjour les humains, 4 août 2024, 27e épisode du gouvernement mondial de l'Antichrist. Je vais reprendre à la dernière phrase, la citation de Staline. Donc Staline rendit hommage à l'aide apportée par les États-Unis à l'industrie soviétique avant et durant la guerre. Il, Staline, dit que les 2 tiers environ de toutes les grosses entreprises industrielles dans l'Union soviétique ont été bâties avec l'aide ou l'assistance technique des États-Unis. Sutton fait remarquer que Staline aurait pu ajouter que l'autre tiers des entreprises industrielles et des usines militaires de la Russie a été bâti par d'autres nations occidentales. Et il accuse ce qu'il appelle le Washington officiel de savoir que le premier but de l'industrialisation soviétique est de développer la machine militaire soviétique. Il cite le cas de l'usine de Kama pour camions lourds. Les soviétiques n'ont aucune technologie indigène pour fabriquer des camions. La Banque américaine d'exportation et d'importation a fait directement des prêts de 86 millions de dollars et demi. 86 millions et demi de dollars. Tandis que la Chase National Bank des Rockefeller, encore eux, s'attend à accorder des prêts se chiffrant à 192 millions de dollars ou 192 millions pour financer l'usine de Kama. Le potentiel militaire de ce projet est ahurissant. Le projet de Kama est conçu pour produire chaque année 100 000 camions lourds à plusieurs axes. Un total dépassant celui de tous les manufacturiers américains de camions lourds mis ensemble. Vu que Sutton a plusieurs fois dénoncé cette politique de bâtir la force industrielle et militaire de l'Union soviétique, il n'est pas surprenant qu'il se soit vite rendu compte que la bureaucratie de Washington n'était pas prête à coopérer avec ses études. Tiens, ce Sutton-là, il me fait un peu penser au comportement de Bruno... C'est un Bruno... un sénateur ou un parlementaire français, là, j'ai oublié son nom, ça me reviendra peut-être durant la, la vidéo. Sutton a aussi dénoncé le mythe de prétendre obtenir la paix en envoyant aux communistes une aide économique accrue. Je ne sais même pas si c'est Bruno son prénom, hein. Mais et on le dit, on l'a mis dans la case de l'extrême droite, alors qu'il a exactement le même discours que Kadhafi. Kadhafi qui a fait ce discours-là, qui a dénoncé que toutes les guerres avaient été fabriquées par l'ONU, qui est le gouvernement mondial, l'ancienne appellation, c'est un petit peu sous-jacent, quoi. C'est la préparation du gouvernement mondial. Et quand Kadhafi a balancé tout ça, il était tremblant à l'ONU. Il était tout tremblant. Et quelques temps après, il s'est fait abattre. Alors, financer l'exportation d'équipements pour calculatrices électroniques perfectionnées, fait nouveau qu'il faudrait mentionner dans cette histoire, ne contribuera pas plus à la paix que ne l'a été l'aide économique envoyée dans le passé. C'est exactement le contraire qui est inévitable. Une pression globale croissante de la part du monde communiste, ce qui pose la question fondamentale de savoir si ceux qui persistent dans cette voie de suicide savent ce qu'ils font. Il est évident que les marxistes, solidement retranchés dans les nations non communistes, s'abritant derrière les nombreux innocents bien utiles. Vous savez, ce genre de prétendus intellectuels qui crurent de bon cœur que le monstre Staline était l'avant-coureur d'une nouvelle civilisation glorieuse. Il est certain que ces marxistes installés dans le monde non communiste sont enchantés de ce programme et d'autodestruction des nations non communistes. Et l'attitude des hommes d'affaires à courte vue qui sont prêts à justifier l'exportation vers les pays communistes en disant que c'est bon pour les affaires. Cela aussi peut se comprendre. Mais que penser des banquiers internationaux qui ont été les plus solides champions de cette politique d'exportation vers les nations communistes ? Le plus connu de leur chargé des rapports avec le public, le docteur Henry Kissinger, le pendant américain de Jacques Attali. Je répète encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui est arrivé pour la première fois sur ma chaîne, bienvenue. Donc Henry Kissinger, toujours, et comme Jacques Attali, toujours le même conseiller. La commission Attali, une seule personne, Jacques Attali. Et peu importe les gouvernements, de gauche, de droite, du centre, d'en haut, d'en bas, de travers, en long, en large, en dessous, au-dessus, toujours un seul et même conseiller. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Donc, le plus connu de le charger des rapports avec le public, le docteur Henry Kissinger, a fait comprendre à l'intérieur de ses écrits et de ses déclarations qu'il travaille pour l'établissement d'un État mondial. Voilà.
Le programme du docteur Kissinger a été esquissé par son bon ami Richard N. Gardner, professeur de droit et d'organisation internationale à l'université Columbia. Le professeur Gardner était ancien vice-assistant secrétaire d'État pour les organismes internationaux durant les administrations Kennedy et Johnson. Gardner dit que Kissinger a mis au point une stratégie plus indirecte pour créer, je crois, je crois qu'il y a une faute de frappe là, pour créer un gouvernement mondial. Pour crémer, c'est pas, enfin oui, on veut nous passer de la crème quelque part. Bah, une petite tonne d'humour, hein, pour que ce soit un petit peu moins rébarbatif. Voilà, pour crémer, hein, pour créer un gouvernement mondial par la formation de nouvelles structures internationales. Allez, encore un petit peu. Gardner est très franc. Ce qui, dans la situation présente, permet d'espérer, c'est qu'au moment même où les nations résistent à des appels en faveur d'un gouvernement mondial et de l'abandon de leur souveraineté, leurs intérêts technologiques, économiques et politiques les forcent à établir des organismes dont les pouvoirs sont de plus en plus étendus, pour mener à bien leurs interdépendances mutuelles. Gardner dira également qu'au terme de la crise mondiale qui s'intensifie, nous sommes ici, il ne faut pas l'oublier, au début des années 1970 ou 70. Le Fonds monétaire international, donc FMI, sortira doté de pouvoirs sans précédent. Le professeur Gardner est très explicite. L'ex-patronne, ou encore patronne maintenant du FMI, j'ai oublié son nom, une grisonnante, une française grisonnante. J'ai oublié. Ça m'énerve hein, d'oublier. Vous voyez sans doute qui c'est. Hein, il y a une vidéo qui... Je me demande si je ne l'ai pas publiée, où elle... En plein Parlement européen, elle parle de numérologie, elle parle du chiffre 7. Elle parle de numérologie. On se serait cru en pleine allocution d'une loge maçonnique. Bref. Donc le professeur Gardner est très explicite. Nous sommes embarqués dans une ambitieuse négociation pour réformer le système monétaire international, afin de faire graduellement Gardner, c'est pour ça que j'y ai pensé, Gardner, Lagarde, Christine Lagarde, voilà. Donc, afin de faire graduellement disparaître l'étalon dollar. L'accomplissement de ces objectifs requerra inévitablement une revitalisation du Fonds monétaire international qui recevra des pouvoirs sans précédent pour créer des nouvelles réserves internationales et pour influencer les décisions nationales concernant les taux de change et les politiques monétaires et fiscales domestiques. Nulle part, même ici, on n'ose nous informer sur la raison réelle du renforcement technologique et militaire de l'Union soviétique, qui surtout fut accéléré depuis 1989, si ce n'est que l'on parle de crise. Par conséquent, le fait fondamental de la situation mondiale est que les monopolisateurs internationaux du crédit ont financé et fait vivre le communisme afin de provoquer une crise mondiale croissante qui peut à son tour être exploité pour pousser l'humanité vers l'état mondial. L'avenir des sociétés libres dépend maintenant de leur réussite ou de leur échec à s'opposer aux créateurs et aux nourrisseurs du communisme en changeant leur politique financière internationale de manière à faire fonctionner leur système économique sans être acculés à une situation où elles semblent forcées à continuer d'exporter vers les pays communistes pour permettre à leurs propres économies nationales de continuer à fonctionner. Mettez un peu plus de virgule, s'il vous plaît. Nulle personne responsable ne peut se permettre d'ignorer cette question. Ça, c'est cité dans le document Le Service d'intelligence canadien, numéro mars-avril 1974 ou 74. On tente de nous faire croire que l'exportation de matériel technologique et militaire vers la Russie est une nécessité pour assurer le fonctionnement d'une partie de l'industrie et de l'économie occidentale, ce qui est assez faible, surtout à la lumière des derniers événements de fin 1993 ou 93, avec l'arrivée dans le paysage politique international d'un personnage comme Vladimir Jirinovski, voilà, d'un personnage comme Vladimir Jirinovski, point. Pourquoi celui-ci et pas un autre quelconque nouveau personnage survenant dans la politique de l'opposition? Pourquoi? Parce qu'ici, en premier lieu, Tin Singh ne se trompe pas, ou Tin Singh, c'est un personnage asiatique, je sais pas. Tin, donc T-I-N, Singh, S-I-G-N-E, ne se trompe pas. Dans un premier temps, ce personnage à peu près inconnu
il n'y a pas 6 mois de cela, est devenue l'opposition en Russie, financée par on ne sait qui, selon les médias internationaux. Dans un deuxième temps, Jirinovski, après avoir été élu, portait en signe de reconnaissance internationale pour tous ceux ayant été choisis, entraînés et financés par les Illuminati, c'est-à-dire la rose ou la fleur rouge, tel que cela fut le cas dans le passé pour Fidel Castro à Cuba, Mitterrand en France et d'autres leaders du même genre. D'ailleurs, il y a un sens remontant loin dans le pensée quant à l'utilisation de la symbolique rouge. Bon, plus de 10 minutes, on va s'arrêter là. Bonne cogitation, lisez la Bible, allez voir ma playlist complète pour ne pas perdre le fil, je la mettrai en description, et que Dieu vous guide.